La nuit d'Halloween enveloppait Brazzaville d'une chaleur étrange. Dans les rues, les klaxons répondaient aux tambours, les masques de monstres croisaient les rires d'enfants. Mais au milieu de cette fête, Ornay, 28 ans, marchait seul, les mains enfoncées dans les poches. Vendeur de chaussures le jour, rêveur épuisé la nuit, il fuyait une solitude qui collait à sa peau. Ce soir-là, il voulait juste disparaître dans la foule sans savoir qu'un regard allait le ramener à lui-même. Devant la boîte de nuit Le Passage, une enseigne rouge clignotait dans l'air chaud. Le nom lui sembla banal, mais dans la mémoire des anciens, Le Passage signifiait la frontière entre les vivants et les âmes errantes. Par curiosité, Ornay entra. La musique cogna contre les murs, les lumières tournaient comme des esprits en transe. Et là, au fond de la salle, une femme l'observait. Noire, belle, drapée d'une robe blanche scintillante. Ses yeux semblaient vieux comme la lune. Quand elle dit « Je t'attendais », son cœur cessa de battre. Le souffle coupé, Ornay resta immobile. Autour, les danseurs semblaient flotter, ralentis par une force invisible. La voix de la femme avait ce timbre grave des prières anciennes, douce et imposante à la fois. Elle sourit, et soudain tout sembla apaisé, la musique, les rires, les lumières. Maya. Ce prénom résonna en lui comme une chanson oubliée. Sans comprendre pourquoi, il sentit une paix étrange, une reconnaissance d'avant la mémoire. C'était comme si leurs âmes s'étaient déjà croisées, peut-être dans une autre vie, peut-être dans un rêve. Ornay s'approcha. Leurs doigts se frôlèrent et un frisson remonta son bras, ni chaud ni froid, juste ancien. Elle l'invita à danser. Sous les faisceaux rouges, leurs corps se mirent à tourner lentement. Plus rien n'existait, ni le monde, ni le bruit, ni le temps. Autour d'eux, les autres semblaient effacés, comme s'ils appartenaient à un autre plan. Maya approcha ses lèvres de son oreille et murmura « Ce moi t'appartient, mais il passera vite. » Il voulut demander ce qu'elle voulait dire, mais ses mots se perdirent dans la musique. Quand la dernière chanson s'éteignit, Maya recula, ses yeux fixés sur lui avec une douceur d'adieu. « Demain matin, je viendrai te chercher. » Ornay rit, croyant à une phrase de séduction. Mais quand il sortit, le vent avait changé. Sur le trottoir, il sentit l'air du fleuve glisser contre sa nuque, froid et lourd, comme un souffle ancien. Il leva les yeux vers le ciel, la lune reflétait une lueur blanche sur les eaux. Et, au loin, on aurait juré voir une silhouette vêtue de lumière marcher sur la rive. Le réveil sonna comme une gifle. Ornay, 28 ans, se leva lentement dans son petit studio de poto-poto, envahi par la chaleur et le silence. Le plafond suintait, le ventilateur grinçait, et la radio d'un voisin crachait un vieux morceau de rumba. Une nouvelle journée sans surprise commençait. Il s'habilla en hâte, avala un café tiède, puis quitta l'appartement en verrouillant la porte avec ce même soupir qu'il répétait chaque matin. Dans la rue, les klaxons, la poussière, les cris des vendeuses, la vie bruissait, mais en lui, tout semblait figé. Depuis 3 ans, Ornay travaillait dans une boutique de chaussures du centre-ville. Derrière le comptoir, il observait les passants rêver d'objets qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Ses journées défilaient entre les « bonjour patron » mécaniques et les regards indifférents. Chaque soir, il rentrait tard, posait sa paie sur la table, comptait les pièces avant de sourire tristement. Il se disait qu'à cet âge, il aurait dû avoir mieux, un petit commerce, une famille, peut-être même un rêve vivant. Mais la vie avait ses murs invisibles, et lui s'y cognait sans savoir comment en sortir. Souvent, la nuit, Ornay s'asseyait sur son balcon branlant. Il écoutait les bruits du fleuve Congo, tout proche, comme une respiration immense. Sa mère lui disait autrefois, « Le fleuve garde les secrets des âmes. Quand tu doutes, écoute-le. » Mais il avait cessé de croire à ces choses-là. Sa mère était morte d'une fièvre étrange quand il avait 10 ans. Depuis, il n'avait jamais su à qui parler. Les prières lui semblaient inutiles, les rêves, dangereux. Dans le vacarme du monde, il avançait avec ce vide discret des gens trop sages pour espérer encore. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. C'était le 31 octobre, et le quartier vibrait d'une agitation inhabituelle. Les jeunes riaient, déguisés, lançant des pétards dans la rue. Les bars débordaient de musique. Ornay hésita devant sa porte, les clés à la main. Il aurait pu rester enfermé, regarder un vieux film, dormir tôt.
Mais un souffle venu du fleuve fit trembler la fenêtre, comme une invitation. Il décida alors de sortir, sans but précis, juste pour marcher un peu, respirer autre chose que la routine. Ce choix anodin allait sceller son destin. Dans les ruelles animées de Brazzaville, les rires des autres l'effleuraient sans jamais l'atteindre. Il traversa les avenues illuminées, longea les vendeurs de brochettes, sentit l'odeur du charbon et du poisson grillé. Plus il avançait, plus un étrange sentiment l'envahissait, comme si la nuit elle-même l'appelait. Quand il aperçut au loin une enseigne rouge clignoter, il s'arrêta. Le Passage. Un nom qu'il avait déjà entendu, murmuré dans les histoires de grand-mère, celles où les vivants et les morts se frôlent sans se voir. Sans comprendre pourquoi, Ornay s'en approcha. La porte du club s'ouvrit sur une marée de sons et de lumière. Le Passage vibrait comme un cœur en transe. L'air sentait le parfum, la sueur et la fièvre du vendredi soir. Ornay se glissa entre les danseurs, un verre à la main, son regard perdu dans la foule. Et puis il la vit. Au fond de la salle, assise seule à une table dorée, une femme à la robe blanche semblait appartenir à une autre dimension. Son regard ne cherchait personne, mais son aura attirait tout. Le temps ralentit. Ornay sentit son souffle se couper. La lumière rouge des projecteurs effleurait sa peau noire d'une lueur presque argentée. Maya. Elle leva lentement les yeux, et leurs regards se croisèrent. Dans cette seconde suspendue, Ornay eut l'impression qu'elle lisait ses pensées, ses blessures, ses désirs. Il s'avança, hésitant, son cœur battant plus fort que la musique. « Bonsoir, je peux m'asseoir » demanda-t-il, maladroit. Un sourire lui répondit, doux comme une caresse. « Je t'attendais. » Ces mots tombèrent dans l'air comme une promesse ancienne, une phrase déjà dite ailleurs, dans une autre vie. Une chaleur étrange envahit Ornay, entre peur et fascination. Ils parlèrent. D'abord de banalité, la musique, la chaleur, la ville. Mais à chaque mot, Ornay sentait que quelque chose d'invisible se tissait. Sa voix à elle était grave, lente, presque rituelle. Elle parlait peu, mais chaque phrase semblait chargée d'un sens caché. Par moments, elle le fixait longuement, comme si elle observait plus que son visage, peut-être son âme. Ornay, d'ordinaire si réservé, se surprit à sourire, à rire même. Il oublia son travail, ses dettes, sa solitude. Avec Maya, le monde semblait léger, flottant, comme si les murs du réel s'effaçaient doucement. La musique changea, plus lente, plus profonde. Maya se leva et lui tendit la main. Sans réfléchir, Ornay la suivit. Sur la piste, leurs corps se rapprochèrent naturellement. Elle dansait avec une grâce silencieuse, sans effort, comme si elle glissait plutôt qu'elle ne bougeait. Leurs mains se frôlèrent, un frisson remonta le long de son bras, ni froid ni chaud, juste différent, presque sacré. Autour d'eux, les danseurs paraissaient flous, irréels. Les lumières formaient des halos autour de la silhouette de Maya. Elle lui murmura, « Tu danses bien pour un homme qui ne croit pas au destin. » Quand la musique s'éteignit, Maya posa sa main sur le bras d'Ornay et sourit doucement. « On se reverra demain, et tous les jours de novembre. » Il éclata de rire, pensant à une plaisanterie. Elle rit aussi, un rire à la fois clair et lointain. En sortant de la boîte, Ornay sentit une brise froide le frôler, comme un souffle venu du fleuve. En se retournant, il crut apercevoir Maya au loin, marchant vers une ruelle sombre, sa robe blanche ondulant comme un voile. Il cligna des yeux, la ruelle était vide. Le vent, lui, continuait de l'appeler. Le lendemain matin, à l'heure où la ville s'éveille encore engourdie, Ornay entendit le vrombissement d'un moteur sous sa fenêtre. En se penchant, il aperçut une voiture noire immobile, et à l'intérieur, Maya, robe claire, sourire calme, l'attendait. « Monte !» Le cœur battant, il descendit sans réfléchir. L'air avait cette odeur de pluie et de fleurs qu'on ne sent qu'au bord du fleuve. À l'intérieur, la voiture exhalait la vanille et le luxe discret. Maya ne disait rien, mais sa présence suffisait à remplir le silence. Elle semblait si sûre d'elle, comme si tout était déjà écrit. Ils déjeunèrent dans un restaurant du centre-ville où les serveurs portaient des gants blancs. Ornay n'y avait jamais mis les pieds. Maya lui fit goûter des plats dont il ignorait jusqu'au nom, lui parla de voyage, d'art, de musique. Quand il voulut payer, elle posa sa main sur la sienne,
laisse-moi faire, novembre est court. Il rit, pensant à une expression romantique, sans imaginer qu'elle disait vrai. Ce jour-là fut le premier d'une série de miracles. Chaque matin, elle revenait, toujours souriante, toujours lumineuse, comme une habitude douce que le monde lui offrait. Ornay redécouvrit la vie. Il riait, voyageait, s'habillait mieux, respirait fort. Avec Maya, tout semblait plus intense, les couchers de soleil, la musique, la mer. Elle lui fit découvrir Kinshasa, où ils dansèrent sur une terrasse surplombant la ville, Abidjan, où ils dînèrent au bord de l'eau, et même Dubaï, où les tours d'or reflétaient le feu du couchant. Pour la première fois, il ne se sentait plus petit devant la vie. À chaque sourire de Maya, il croyait entendre le monde lui dire « Tu méritais ce bonheur ». Mais ce bonheur semblait trop parfait pour durer. Ornay cessa de compter les jours. Il vivait au rythme de Maya, flottant dans une bulle hors du temps. Elle, pourtant, gardait une distance subtile, ni froide, ni indifférente, simplement consciente d'une vérité qu'il ne percevait pas encore. Parfois, quand il dormait, elle le regardait longuement, le visage empreint d'une tendresse triste. Lorsqu'il se réveillait, elle disait « Tu rêves trop peu, Ornay ». Alors il riait, croyant à une taquinerie. Mais derrière ces mots, il y avait autre chose, une urgence silencieuse, comme si chaque instant était une perle qu'elle enfilait avant la fin du collier. Le soir du 10e jour, ils dînèrent sur une terrasse dominant le fleuve Congo. Maya fixait longuement l'eau sombre. « Tu sembles ailleurs, murmura Ornay. « Non, juste ici, entre deux souffles. » Ces mots lui échappèrent comme une brise. Puis elle leva les yeux vers la lune et ajouta doucement, « Elle sera pleine bientôt. » C'est à ce moment que les portes se referment. Ornay fronça les sourcils. « Quelle porte ?» Elle sourit. « Celle du temps. » Il voulut plaisanter, mais un frisson le parcourut. Le fleuve, lui aussi, semblait écouter. Le rêve commençait à trembler. Les jours s'enchaînèrent comme des mirages. Mais plus le mois avançait, plus Ornay sentait que quelque chose se déplaçait dans l'air, invisible et froid. Ce n'était pas la peur, juste un sentiment de décalage, comme si le monde vibrait à un rythme qu'il ne comprenait plus. Un matin, en se rasant, il remarqua que Maya n'apparaissait pas dans le miroir derrière lui. Seul son propre reflet se tenait là, l'air étrangement vide. Il se retourna brusquement, elle était bien là, assise sur le lit, le regard doux. Les miroirs mentent souvent, dit-elle calmement, avant de détourner les yeux. Le lendemain, alors qu'il visitait un marché d'art à Abidjan, Ornay voulut garder un souvenir de leur voyage. Il prit son téléphone, la serra contre lui et appuya sur l'écran. Quand il regarda la photo, son sourire se figea, il n'y avait que lui. Le fond du marché, les passants, tout était là, sauf elle. Maya observa la photo, puis répondit doucement, « Parfois, certaines présences ne se capturent pas. Elles se ressentent. » Elle dit cela sans gêne, comme une vérité évidente. Ornay tenta de rire, mais ce rire sonna faux. Pour la première fois, il sentit une brèche dans son rêve. La nuit suivante, il se réveilla en sursaut. Maya n'était pas à ses côtés. Il la trouva sur le balcon, immobile, les yeux perdus dans le fleuve qui brillait sous la lune. « Tu ne dors pas ? » ?»« Je regarde le temps passer. » Sa voix était lointaine, presque triste. Ornay s'approcha, posa une main sur son épaule, mais son corps semblait plus froid que d'habitude. Elle tourna la tête, lui offrit un sourire doux, puis murmura, « Écoute. Le fleuve parle cette nuit. » Et en effet, au loin, l'eau semblait gémir comme une plainte humaine, ancienne et profonde. Les jours suivants, les signes se multiplièrent. Dans la rue, les chiens aboyaient à son passage, puis baissaient la tête comme pour saluer une présence supérieure. Une vieille femme du marché, les yeux blanchis par l'âge, l'arrêta un matin. « Tu marches avec quelqu'un d'entre les deux rives, mon fils. » Ornay eut un sourire gêné, la remercia et s'en alla vite. Mais en marchant, il sentit une étrange fraîcheur autour de lui, comme une brume invisible. Cette phrase ne le quittait plus. Les deux rives. Et si Maya appartenait vraiment à l'autre côté du fleuve ? Un soir, alors qu'il dînait dans un hôtel à Kinshasa, un panne de courant plongea la salle dans l'obscurité. Des cris éclatèrent, puis le silence.
Ornay chercha Maya du regard, mais elle avait disparu. Quelques secondes plus tard, il sentit sa main sur la sienne, tiède et rassurante. Quand la lumière revint, elle était assise devant lui, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son assiette, le reflet du vin formait une ombre blanche qui ondulait seule. Maya leva les yeux et murmura, « Le temps s'approche. » Cette fois, Ornay ne rit pas. Il comprit qu'elle ne plaisantait jamais. Le 24 novembre, le ciel de Brazzaville semblait suspendu entre deux mondes. Le fleuve, immobile, reflétait une lune si claire qu'on aurait cru qu'elle respirait. Ornay et Maya marchaient en silence sur la berge. Depuis quelques jours, elle parlait moins, riait rarement. Ce soir-là, elle paraissait ailleurs, presque transparente sous la lumière. Le vent soufflait bas, comme une prière. « Tu es différente, Maya. Tu me caches quelque chose, non ?» murmura-t-il. Elle s'arrêta, leva lentement les yeux vers la lune, et répondit d'une voix grave. « Oui, Ornay. Il est temps que tu saches pourquoi je suis venue. » Ils s'assirent sur un rocher plat, au bord de l'eau. Maya inspira longuement, puis ferma les yeux. « Tu connais la veille des portes ?» demanda-t-elle. Ornay secoua la tête. « C'est la nuit où les frontières entre les mondes s'ouvrent. Certains y voient une légende, mais pour nous, c'est un passage. Une âme peut revenir si elle a quitté la vie avant d'avoir aimé. J'ai supplié le fleuve, et il m'a rendu pour un mois. » Sa voix tremblait, mais son regard restait paisible. « Et depuis Halloween, je vis dans un temps emprunté. Et ce temps s'achève bientôt. » Ornay sentit son cœur se vider. « Tu veux dire que tu es morte ?» Elle hocha la tête doucement. « Je ne le suis plus vraiment. Je suis entre les deux rives. Ni ici, ni là-bas. » Le vent se leva, soulevant un peu sa robe blanche. Il recula d'un pas, cherchant une logique, une explication. Mais rien n'avait de sens, sinon ce qu'il voyait, cette femme qu'il aimait, vivante et absente à la fois. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Maya posa une main sur sa joue. « Parce que ton cœur ne juge pas. Et moi, je n'avais jamais été vue ainsi. » Elle parla longtemps, comme si chaque mot pesait une vie. « J'ai obtenu ce mois pour goûter l'amour, rien de plus. Mais il y a des règles. » Elle leva la main vers le fleuve. Première, ne jamais se refléter. Les miroirs trahissent le passage. Deuxième, ne pas s'attacher à la terre, sinon le corps se dissout. Troisième, repartir à minuit le 30, avant que le fleuve ne se referme. Ornay sentit ses genoux fléchir. Et si tu refuses ? Alors tout s'effondrera, toi, moi, le lien que nous avons créé. Le temps ne pardonne pas l'amour volé. Le silence retomba. Le fleuve chanta doucement contre les pierres. Ornay ferma les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un rêve. Quand il les rouvrit, Maya le regardait, les larmes aux cils, mais un sourire sur les lèvres. « Tu comprends maintenant pourquoi je regardais toujours l'eau. C'est elle qui me garde vivante. » Il la serra contre lui, désespéré. « Alors reste. On trouvera un moyen. » Elle secoua la tête. « On ne retient pas le vent, Ornay. » Au loin, la lune se voila derrière un nuage, et le fleuve sembla soudain plus sombre, comme s'il venait d'écouter leur secret. Après cette nuit au fleuve, Ornay ne dormit plus. Il tournait dans la chambre, incapable d'accepter l'idée que Maya puisse disparaître. Chaque minute lui semblait voler à la vie. Au matin, il partit chercher des réponses. Dans les marchés, il interrogea les devins, les pasteurs, les marabouts. Tous parlaient de la même chose, quand une âme emprunte le temps des vivants, il faut la laisser repartir. Mais Ornay refusait d'entendre. Pour la première fois, il sentit que l'amour pouvait devenir une rébellion. Une bataille contre Dieu, contre le ciel, contre tout ce qui sépare les mondes. Le soir, il revint, épuisé, les mains vides. Maya l'attendait sur le balcon, sereine, presque lumineuse. « Je sais ce que tu as fait. Je ne veux pas te perdre, Maya. Il doit bien exister un moyen. » Elle secoua la tête avec douceur. « Ce n'est ni malédiction, ni punition. C'est la loi du temps. » Elle s'approcha, posa sa main sur sa poitrine. « Ne lutte pas contre ce qui t'a offert ce mois.
Ce serait détruire le don qu'on nous a fait. Mais Ornay détourna le regard. Il n'était pas prêt à remercier un temps qu'il arrachait à l'amour. Les jours suivants furent à la fois magnifiques et cruels. Chaque geste devenait précieux, un rire, un regard, une caresse. Ils s'aimaient avec l'intensité de ceux qui savent que chaque baiser est un adieu. Parfois, Ornay la surprenait à pleurer en silence, la main sur son ventre. « Tu as peur ? » ? « Non. J'ai mal de partir avant d'avoir vu ton âme vieillir. » Elle disait cela sans amertume, avec cette douceur qui fend le cœur. Alors il lui promettait l'impossible, « Je te retrouverai, même de l'autre côté du temps. » Maya souriait tristement, « Alors souviens-toi du fleuve. » Ornay décida de rendre ces derniers jours inoubliables. Ils voyagèrent encore, un dernier lever de soleil à Kinshasa, un dîner au bord de la mer à Abidjan, une nuit de silence à Dubaï. Chaque lieu semblait s'incliner devant eux. Maya riait à nouveau, mais dans ses yeux, Ornay lisait la nostalgie d'un monde qu'elle allait quitter. Une nuit, ils restèrent des heures enlacés, sans parler. Elle posa sa main sur son cœur et murmura. « Quand je partirai, ce ne sera pas une fin. Ce sera une trace. » Il répondit, « Et moi, je marcherai sur ta trace. » Le 28 novembre, le ciel devint lourd. Le fleuve, d'ordinaire paisible, semblait agité. Les pêcheurs parlaient de cygnes. Cette nuit-là, Maya rêva qu'elle se dissolvait dans l'eau. Elle se réveilla en larmes. Ornay la serra fort, incapable de parler. « Ne pleure pas, Ornay. Le temps s'épuise, mais l'amour, lui, ne finit pas. » Au loin, un grondement s'éleva, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Maya ferma les yeux, posa sa tête contre lui, et murmura. « Demain, je commencerai à me préparer. » Ornay sentit alors que la guerre contre le temps était perdue. Le matin du 30 novembre, le ciel de Brazzaville était d'un gris clair, paisible comme une fin qui s'accepte. Le fleuve semblait endormi, sans remous. Maya s'était levée avant Ornay. Quand il ouvrit les yeux, il la vit assise devant la fenêtre, entourée de papiers, concentrée, belle et triste à la fois. Sur la table, il y avait des documents, des clés, un petit trousseau doré. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-il doucement. « Je range mon passage, » répondit-elle simplement. Ces mots, dit-elle sans trembler, sonnèrent comme une prière. Ce matin-là, le temps ne leur appartenait plus. Maya se tourna vers lui avec un sourire tendre. « J'ai réglé tout ce qui devait l'être. La maison, les comptes, la voiture. Tout est à ton nom maintenant. » Ornay écarquilla les yeux. « Mais pourquoi ? Je ne veux rien de tout ça. » Elle posa une main sur la sienne. « Parce que je veux que tu continues à vivre debout. Je ne te lègue pas une richesse, Ornay. Je te donne une direction. » Sur la table, elle déposa une petite enveloppe blanche, cachetée d'un fil rouge. « Promets-moi de ne pas l'ouvrir avant minuit. » Sa voix tremblait à peine. Ornay sentit ses yeux se brouiller. Tout en lui criait non. Il voulait croire à un jeu, à une mise en scène, à tout sauf à la fin. « Maya, reste. On part, on s'enfuit, on ne dit rien autant. » Elle rit doucement. « Tu veux fuir quoi, Ornay ? Le fleuve ? Il nous retrouvera. » Elle se leva, prit un petit bracelet de perles blanches et le glissa à son poignet. « Ce sont les perles du repos. Porte-les quand tu doutes. Elles te rappelleront que l'amour n'est pas un deuil, mais un passage. » Il baissa la tête, incapable de parler. Maya passa la matinée à écrire, à signer, à ranger. Chaque geste était calme, presque cérémonial. Ornay, impuissant, l'observait. Vers midi, elle s'approcha de lui avec un regard grave. « Je veux que tu me promettes une chose, ne cherche pas à comprendre, cherche à construire. » Puis, d'une voix plus douce. « Quand je partirai, fais du bien avec ce que je t'ai laissé. C'est ma façon de rester. » Elle posa la main sur sa poitrine, à l'endroit du cœur. « Tout ce que je suis est déjà en toi. » Ornay la serra contre lui, le cœur serré jusqu'à la douleur. L'après-midi s'écoula dans un silence étrange. Maya regardait souvent le fleuve depuis le balcon, comme si elle comptait ses dernières respirations. Le soleil descendait lentement, projetant des reflets d'or sur sa robe blanche.
Quand le soir viendra, dit-elle soudain, ramène-moi là où tout a commencé. Ornay comprit aussitôt, le passage. La boîte, la musique, la lumière rouge, le seuil entre les mondes. Il sentit son cœur s'effondrer, mais il acquiesça. Alors, Maya sourit, un sourire calme, presque heureux. Merci, murmura-t-elle. Le fleuve, au loin, se remit à bouger, comme s'ils saluaient leur dernier jour ensemble. La nuit tomba lentement sur Brazzaville, enveloppant la ville d'un silence étrange. Le 30 novembre touchait à sa fin. Maya portait sa robe blanche, la même que la nuit de leur rencontre. Ils roulèrent sans un mot vers le passage. Les lumières de la boîte brillaient encore, rouges et dorées, comme si le monde attendait leur retour. Ornay sentit le temps se ralentir à mesure qu'ils approchaient. Chaque battement de son cœur comptait. Maya posa une main sur son bras. « C'est ici que tout a commencé, dit-elle doucement. Et ici que tout doit redevenir silence. » À l'intérieur, rien n'avait changé, la même musique, la même foule, les mêmes rires. Pourtant, pour eux, tout semblait figé. Maya et Ornay montèrent sur la piste, main dans la main. Autour, les gens dansaient sans les voir. Une lumière blanche descendait doucement du plafond, enveloppant Maya d'un halo irréel. Elle leva les yeux vers lui. « Tu te souviens de notre première danse ?» Ornay hocha la tête, incapable de parler. « Ce soir, ce n'est plus une danse. C'est un retour. » Elle posa sa tête sur son épaule, et le monde entier sembla se taire pour écouter leur souffle. Ornay ferma les yeux. Tout son être criait de la garder, mais au fond, il savait que c'était inutile. Il sentit ses larmes tomber sur ses joues, se mêlant au parfum de vanille qu'elle portait toujours. Maya murmura. « Ne pleure pas. Rien ne meurt vraiment, Ornay. On change seulement de rive. » Chaque mot vibrait comme une bénédiction. La musique ralentit, puis se tut. Autour d'eux, les danseurs devinrent flous, comme des ombres. Le silence pesa. Le premier coup de minuit résonna. Maya serra sa main. « Souviens-toi du fleuve. C'est là que tu m'entendras encore. » Les coups de minuit s'enchaînèrent, lourds, solennels. Au 12e, Maya leva le visage vers lui, un sourire paisible sur les lèvres. « Merci pour ce mois. » Son corps se mit à luire d'une lumière douce, puis se dissipa lentement, comme une brume portée par le vent. Ornay voulut la retenir, mais ses bras ne rencontrèrent que l'air. Autour de lui, la musique reprit soudain, les rires explosèrent, les danseurs tournaient, personne n'avait rien vu. Dans sa main, il sentit le froid du vide, puis le poids léger du bracelet de perles blanches. Ornay resta seul au centre de la piste, figé. Tout autour, la vie continuait, comme si l'amour qu'il venait de perdre n'avait jamais existé. Il regarda sa main trembler, les perles scintillaient sous la lumière. Une larme tomba sur son poignet, puis une autre. Sur le sol, un petit papier plié venait d'apparaître. Il le déplia lentement, « Souviens-toi sans te détruire. » Il leva les yeux vers le plafond. L'air vibra, et dans le bruit du vent qui s'engouffra, il crut entendre une voix chuchoter. « Je t'aime, Ornay. » Et le fleuve, dehors, reprit son murmure éternel. Le lendemain, Brazzaville s'éveilla dans une lumière pâle. Le mois de novembre était mort, et avec lui, une partie d'Ornay. Le 1er décembre, la ville reprenait son rythme, vendeurs dans les rues, moteurs, rires d'enfants. Mais chez lui, tout semblait figé. Le parfum de Maya flottait encore dans l'air, comme si elle venait de quitter la pièce. Sur la table, le bracelet de perles blanches reposait à côté de l'enveloppe scellée. Ornay n'osait pas l'ouvrir. Chaque objet portait sa présence. Chaque silence, son souvenir. Même le fleuve, qu'on entendait au loin, semblait murmurer son nom. Il finit par prendre l'enveloppe entre ses mains tremblantes. Le fil rouge céda sans bruit. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, d'une écriture fine et claire. « Monsieur Ornay ? Si tu lis ceci, c'est que le fleuve m'a rappelé. Ne cherche pas à me retenir. J'ai connu, grâce à toi, ce que même la mort ne m'avait pas offert, l'amour simple et vrai. » Les lignes suivantes parlaient de foi, de paix, et d'un don. Maya lui confiait un terrain près du fleuve, des contes, et un vœu.
Bâtis un lieu qui servira aux âmes vivantes. Les larmes d'Ornay tombèrent sur le papier, brouillant l'encre. Chaque mot résonnait comme une caresse et une blessure. Il relut plusieurs fois la lettre, s'attardant sur une phrase. Ne te noie pas dans la douleur, car la peine est une rivière sans rive. Ces mots l'atteignirent au cœur. Il se leva, fit le tour de la maison, toucha les objets qu'elle avait laissés. Leurs photos manquaient, mais sa mémoire les tenait. Il comprit que Maya n'avait pas fui, elle avait achevé un passage. Et lui, désormais, devait en construire un nouveau pour les vivants. Ornay passa les jours suivants dans une lenteur sacrée. Il alla jusqu'au terrain mentionné dans la lettre, au bord du fleuve Congo. L'endroit était calme, traversé par le vent et la rumeur de l'eau. Il s'y assit longtemps, observant le reflet de la lune sur les vagues. Alors il comprit. Ce lieu n'était pas un héritage, mais un appel. Maya voulait qu'il bâtisse un endroit où d'autres apprendraient à ne plus craindre le temps. Il rentra chez lui, posa la main sur les perles blanches, et murmura. « Je construirai, Maya. Je construirai pour que rien ne disparaisse. » Le lendemain, il vendit la maison trop grande, rangea les papiers et partit s'installer près du fleuve. Les gens du quartier le virent souvent debout face à l'eau, immobile, les yeux perdus dans le courant. Certains disaient qu'il parlait à une ombre. D'autres prétendaient qu'il écoutait les voix du vent. Mais lui savait, c'était Maya. Dans le silence du soir, entre deux battements du monde, il sentait encore sa présence. Chaque souffle du fleuve était un mot, chaque brise une réponse. Et tandis que décembre avançait, son chagrin devint une prière vivante, un chemin vers la reconstruction. Les semaines passèrent. Le deuil d'Ornay ne disparut pas, mais il se fit plus doux, comme une brume qu'on apprend à respirer. Chaque matin, il retournait sur le terrain près du fleuve Congo, là où Maya voulait qu'il bâtisse. Les plans, il les avait dessinés lui-même, une maison simple, aux murs clairs, ouverte sur le vent et la lumière. Il la nomma Maison Novembre, en mémoire du mois où l'amour avait traversé le temps. Les voisins le prirent pour un rêveur, mais lui savait, cette maison ne serait pas pour lui, elle serait pour les autres. Quand la bâtisse fut terminée, Ornay y accueillit des jeunes du quartier. Certains venaient sans but, d'autres portaient en eux la même lassitude qu'il avait connue. Il leur enseigna la vente, la gestion, la musique, mais surtout, la patience. Il disait souvent : « Ne cherchez pas la richesse trop vite. Cherchez d'abord le sens. Le reste suivra. » Les jeunes l'écoutaient en silence, fascinés par sa voix calme, sa sagesse tranquille. Sur un mur, il avait gravé une phrase. « Ce que le temps emporte, l'amour peut le rebâtir. » C'était la signature invisible de Maya. Chaque soir, après les cours, Ornay s'asseyait sur le petit muret face au fleuve. Le vent soulevait les herbes hautes, et parfois, un parfum de vanille effleurait l'air. Il fermait les yeux, souriait, et murmurait. « Tu vois, Maya, j'ai compris. » La maison vibrait d'une vie nouvelle, rire, chants, discussions, espoir. Les murs semblaient respirer. Ornay n'était plus seul. Il avait transformé son chagrin en héritage. Et dans la quiétude des soirs de novembre, il sentait, au creux du vent, la présence d'une âme heureuse, celle qui l'avait guidé vers sa mission. Les années passèrent. La maison Novembre devint un lieu de rencontre et de renaissance. Des jeunes y apprirent à créer, à rêver, à croire encore. Ornay ne parlait jamais de Maya, mais il gardait son bracelet de perles blanches à son poignet gauche. Un jour, un enfant lui demanda : « Pourquoi tu souris tout seul, quand le vent souffle ?» Ornay répondit simplement : « Parce que quelqu'un m'écoute. » Puis il reprit son enseignement, avec cette lumière dans les yeux que seul l'amour transformé laisse derrière lui. L'histoire d'une femme et d'un mois devenait un flambeau vivant. Chaque novembre, au matin du premier jour, des fleurs blanches apparaissent devant la porte du centre. Personne ne sait qui les dépose. Certains disent que c'est le vent. D'autres jurent avoir aperçu, avant l'aube, une femme en robe claire marchant lentement vers le fleuve. Ornay ne cherche plus à savoir. Il se contente de sourire, les yeux tournés vers l'eau. Le fleuve, témoin de leurs promesses, brille sous la lune. Dans le murmure des vagues, une voix semble encore chuchoter. « Tu as tenu parole. » Et Ornay répond, apaisé. « Oui, Maya.
Tu vis dans ce que je fais de beau. Le soleil se couchait lentement sur le fleuve Congo, traçant sur l'eau des reflets d'or et de cuivre. Le vent faisait danser les arbres, portant avec lui l'odeur du soir et des souvenirs. Assis sur le muret devant la maison Novembre, Ornay observait le courant, silencieux. Les rires des jeunes résonnaient derrière lui, comme une promesse de vie. Il ferma les yeux. Une paix profonde l'enveloppa. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus ni manque, ni douleur. Seulement une gratitude immense, celle de l'avoir connu, aimé, perdu, et pourtant retrouvé autrement. Le fleuve bruissait doucement, comme un vieil ami qui parle bas. Et dans le reflet de l'eau, Ornay vit une silhouette blanche, fine, calme, debout au bord de la rive. Il ne sursauta pas. Il sourit simplement, le cœur léger. « Je n'ai rien oublié, murmura-t-il. » Le vent se leva, glissa entre les feuilles, et répondit d'une voix douce. « Et moi non plus. » Alors, il comprit, l'amour ne meurt pas, il change de forme. Il devient vent, souvenir, inspiration. Il habite les gestes de bonté, les créations, les âmes qu'il a touchées. La maison Novembre devint, au fil des années, un lieu de transmission. Les habitants de Brazzaville l'appelaient la maison du fleuve. On y venait pour apprendre, pour guérir, pour croire encore. Et chaque mois de novembre, des fleurs blanches apparaissaient à l'entrée. Personne ne savait d'où elles venaient. Certains disaient que c'était le vent. D'autres, que le fleuve lui-même offrait ce souvenir. Ornay vieillissait lentement, le regard toujours tourné vers l'eau. Il savait que tout ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve, mais une mission, montrer qu'on peut transformer la perte en lumière. Le mythe du fleuve perdura, se murmurant le soir dans les quartiers, chaque âme aimée renaît dans les gestes de beauté qu'on accomplit après elle. Morale, l'amour ne défie pas la mort, il la transfigure. Fin, la maison Novembre devint un sanctuaire de paix et de savoir là où l'éphémère s'éternise.